C'est la rentrée. J'ai pris mon petit vélo, j'aurais pu prendre ma petite auto, mais en cette époque où le mot voile apparaît dans chaque polémique, j'ai préféré prendre mon petit vélo. Je suis allé au magasin, j'ai acheté un petit stylo, j'ai pris un petit micro, j'ai rajouté des petits poteaux. Carré les poteaux, monsieur, s'il vous plaît, c'est important, hein. Excusez-moi, vous auriez pas un rétro par hasard? Et j'ai pris un petit rétro. Un petit rétro pour regarder le chemin parcouru, revenir en arrière à la période du Covid, celle où j'ai reçu un appel. Ça te dirait de parler de foot dans un micro? Bien sûr, je le fais en soirée gratuitement depuis 15 ans. Val de me répondre, ce sera toujours gratuit, hein. J'ai raccroché. J'ai appelé mon banquier, j'ai ravalé mon orgueil, j'ai rappelé Val. C'est-à-dire parler foot. Et c'était parti. Créer quelque chose depuis rien. Parler de foot différemment. On s'est planté, on s'est marré, on s'est aimé. Val m'a cassé les couilles. On a grandi ensemble. On a fait une émission qu'on voulait écouter. On a fait ensuite un média, celui qu'on voulait écouter aussi. On a reçu des sous, des messages, pas encore d'insultes. Val m'a cassé les couilles. On a reçu des compliments de nos amis, de nos familles, mais surtout, on parlait de foot. On était de l'autre côté. On y avait glissé si facilement. Pour 2 personnes, pour 30, pour 100, pour 300, bientôt le monde avant qu'il brûle. On goûtait au vertige d'être écouté par plus de personnes qu'un salon ne peut en tenir. On faisait ce qu'on voulait, ce qu'on aimait. Puis on s'est un peu professionnalisé. On a grandi à 4, à 8 maintenant. On a recruté des mecs qui nous ont dit « Bien sûr, je fais ça en soirée gratuitement depuis 15 ans. » Je leur ai dit « Ce sera toujours gratuit, hein. » Ils ont raccroché. Puis ils ont rappelé. Et on est là. On vibre, on tremble, mais on est un peu plus tranquille qu'au début. On a grandi, on vous a vous, on les a eux, on nous a nous. Ce qui est fascinant, c'est la passion. J'ai pris mon rétro et je l'ai retourné. J'ai vu que la passion ne bougeait pas, qu'après 2 ans de nuit blanche, d'enregistrements archaïques, de doutes, de beaucoup de bière, de Val qui me casse les couilles, on a encore et toujours envie de vous parler de foot. Différemment, de vous apprendre des trucs, de vous faire rire, de pas perdre ça, de vibrer encore avant un match, d'aimer les duels et les dribbles, la tension sur le parking du stade, l'odeur de la galette saucisse et le goût de la bière sans bulle. De prendre autant de plaisir à insulter un joueur dans un vilain match contre Reims que de lire un essai de sociologue sur le mouvement des supporters de Blackburn entre 1922 et novembre 1934. D'aimer autant lire que voir. Apprendre à aimer, décortiquer, analyser, mais aussi gueuler et exulter. C'est ce qu'on est, c'est ce que nous sommes chez 11e art. Venez. Attendez, je vous laisse, il y a Val qui m'appelle, il me casse les couilles. Salut à tous, quel plaisir, quel bonheur, cette rentrée me met en joie. C'est la première fois que je suis content d'une rentrée, peut-être parce que pour une fois c'est moi le prof principal. Dans ma classe ce soir, plusieurs profils d'élèves. En face de moi, celui qui nous accueille, le premier de la classe, bien coiffé, les petites notes sur son carnet, toujours à l'heure et volontaire. Son seul défaut est peut-être d'avoir grandi au milieu des chèvres et des pédophiles à côté d'Auxerre. Salut Flo, prêt à rester mon chouchou toute la saison? Écoute, visiblement bien plus près que Val en tout cas. Ça c'est clair. Ah oui. Un petit grief contre Val cet été. Ah bah j'en sais rien, mais en tout cas il n'est pas là ce soir. Tirez-en les conclusions que vous souhaitez. À côté de Flo, bon lui c'est un profil différent. Il a redoublé 168 fois. Sa barbe fait peur à ses petits camarades malgré son physique d'enfant anorexique. C'est un paradoxe. Il donne des leçons de vie à ses profs. Comment il va le doyen? Bah écoute, très bien, et tu vois l'avantage de redoubler 167 fois, c'est qu'on savoure d'autant plus ton ouverture de chronique en citant Jacques Brel, et ça pour la rentrée, ça fait très plaisir. Monsieur est connaisseur, j'apprécie. Et enfin, il va falloir l'accueillir comme il se doit. Enfin, le petit nouveau, il vient d'être viré d'un collège à Marseille, plus pour le comportement que pour ses capacités, car son potentiel est indéniable, mais il va devoir faire ses preuves et arrêter de se reposer sur son étoile dont il parle trop. Bienvenue Bilal. Yes, très content de vous rejoindre pour cette nouvelle saison et au plaisir de remplacer Val et de plus jamais le revoir. C'est fou, j'ai cru qu'on allait présenter Jorge Sampaoli tout d'un coup. C'est vrai que ça ressemble un peu. Messieurs, on change pas les bonnes habitudes, on va rester avant de rentrer dans le vif du sujet et d'un peu trop travailler sur une question PMU bête et méchante. D'ailleurs, j'y étais tout l'après-midi au PMU, donc j'ai pu bien sentir ce qui se passait. Une question qui taraude la France. Je veux très peu d'explications. Très peu de justifications, énormément de mauvaise foi. Annoncez-moi tout de suite votre top 5 de Ligue 1 et votre charrette de 4. Bon vas-y, je me lance, hein. Ouais, faut y aller vite, faut pas trop Ok, réfléchir. J'y vais. Paris, Marseille, Monaco, Lyon, Lyon, je vais les mettre 5e, tiens, juste pour faire chier Val, vu qu'il t'a fait chier tout l'été. Et du coup, en 4e, je vais mettre Rennes. Monsieur est optimiste, j'aime ça. Ta charrette? Attends, la charrette tête de... Charrette, bah Angers, Ajaccio. Pour la charrette, je vous demande pas l'ordre, hein. Vous pouvez envoyer les 4 saucisses que vous voulez. Angers, Ajaccio, qui on va mettre d'autres? On va mettre
On va mettre Lorient, c'est le mec qui a rien compris à l'émission qu'il va faire aujourd'hui. Non, je sais pas, c'est dur à dire. Il y aura beaucoup de changements là. Faut prendre des risques. Faut prendre des risques. Bah écoute, je vais mettre Clermont parce que ça va être compliqué. Et en dernier, je vais mettre Brest. Ok, cool. Bilal, Flo, un de vous deux qui se lance. Ouais, bah écoute, moi je vais commencer par mon petit top 4. En tête, évidemment, l'Olympique de Marseille qui va créer la surprise. J'avais demandé de la mauvaise foi, c'est ce jeu. Voilà, exactement. Et j'y crois presque. Et en second, le PSG, forcément. Et derrière, c'est un peu plus compliqué. Je crois pas trop en Lyon cette année, malgré un effectif qui paraît quand même intéressant. Donc je vais les mettre. C'est top 4, on a dit ? Top 5. Top 5, ok. Donc je les mets 5ème. Je mets Monaco 3 et Rennes en 4. Ah, donc presque pareil que ton homologue marseillais. Oui, voilà, bah, c'est les connaisseurs de jeu. Et pour les 4 qui malheureusement vont nous quitter, je pense que je partirai sur Ajaccio, ouais. Ajaccio Clermont, Angers aussi. Et par contre, moi, la petite surprise, Montpellier. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que dans les 4, on va avoir une surprise. Ouais. Je pense aussi qu'il va y avoir Montpellier. Moi, je suis pas à l'abri qu'on ait. Moi, j'ai une autre surprise. Ouais. Moi, tout le monde. Moi, je trouve qu'on s'est beaucoup. Moi, le premier masturbé sur Reims. Reims, attention à ce qu'ils partent pas dans la charrette aussi. Flo, toi, top 4, top 5, charrette 4. Top 5, Paris évidemment champion devant l'OM. Je vois un Lens 3ème. Je pense que J'aime Lens les qui n'a risques. pas de Coupe d'Europe et Seko Fofana qui est resté. Francaise qui est resté. Je vois une très belle saison de Lens. En 4, je dirais Rennes et en 5, Lyon. Les gars, après, j'aime beaucoup ce que vous dites, hein, mais Rennes en 4, c'est dans un univers parallèle. Vu ce qui se passe. Après, tu me diras, on était 18ème à la même époque la saison dernière. Flo, et pour les 4 de derrière, j'ai aucune difficulté sur les 2 premiers, ça va être Angers, Ajaccio. Tout le monde a l'air assez unanime voilà. sur Angers, Ajaccio. Et je dirais Brest. Et j'ai une crainte, j'hésite entre Reims et Nantes. Et j'ai très peur de Nantes avec la Coupe d'Europe en fait. L'effectif nantais me fait très peur avec la Coupe d'Europe et j'ai peur qu'ils perdent à la fois tout en Coupe d'Europe et de même en championnat. Donc allez, j'ai placé Nantes, ça me fait chier, mais je vais placer Nantes. Ouais, bah, bon risque, j'apprécie le risque. Après, ça me déplaît. Je sais même pas si ça me déplairait. Peut-être que Kita va enfin vendre s'il descend. Quoi ? Peut-être que Kita finira ouais, enfin c'est par ça. vendre. Et puis même, moi, j'aime bien avoir Nantes en Ligue 1, ça fait toujours un petit enjeu pour le Stade Rennais. Après, par contre, sur Brest, je vous trouve un peu dur parce que autant d'accord. C'est pas énorme, mais le mercato est pas absurde et il y a Derzac. Méfiaté Derzac. Ouais, le mercato est intéressant. Méfiaté Derzac. Moi, Brest, je te vois pas dans la charrette. Mais il est quand même, monsieur. En tout cas, les gars, merci. Les pronos sont pris. On comptera les points en fin de saison. Maintenant, je vais vous demander d'enfourcher doucement vos chars à voile direction le pays où il ne pleut jamais. On va commencer cette nouvelle saison, messieurs, avec la plus belle région de France, grande terre de football devant l'éternel. Bienvenue en Bretagne, plus particulièrement dans le Morbihan, là où les rêves ne sont pas bleus mais oranges et où les animaux préférés ne sont ni les lions ni les dragons mais les merlus. Depuis ce début de saison, beaucoup de suiveurs sont tombés sous le charme du Régis Ball et de ses Régis Boys. Lorient développe un jeu attractif avec un budget limité, un effectif restreint, mais avec un vrai scientifique aux manettes. Alors les possibilités sont, elles, illimitées. Retour rapide sur l'historique de ce club, son fonctionnement, son coach moderne et atypique. Zoom sur une équipe possiblement frisson de la saison, au moins une équipe rafraîchissante. Bienvenue au Moustoir. Pour commencer les gars, même si le FCL est une équipe connue de tous, est-ce qu'on peut faire un retour sur son histoire assez rapide, voir d'où on part, pardon. Parce que Val m'a déjà dit, si tu veux savoir où tu vas, regarde d'où tu viens. Je lui ai lancé 3 graines et un sachet de boulgour, il a disparu. Bref, Lorient, c'est quoi dans le paysage footballistique ? Bah déjà, qu'est-ce que c'est Lorient ? Déjà, c'est vrai que c'est les merlus quand même. Enfin, il faut quand même bien se rendre compte. C'est en France, quand on a un nom de club qui a un nom d'animal, c'est pas genre ou un surnom, c'est pas les guerriers, les cavaliers, non, c'est genre les merlus. Tu sais, t'as Nice, c'est les aiglons, t'as les lionceaux à Sochaux, enfin ça fait un peu dégueulasse quand même. Genre. Ah ouais, bah, tu sens la loose dans le football français rien que dans les surnoms des clubs. Même par rapport à la CAN ou à la NBA, les Raptors, bon tu me diras. Alors les gars, votre sujet est passionnant, mais du coup je propose qu'on aille un peu sur l'historique des merlus. Est-ce que quelqu'un peut me faire un bref rappel de comment il se situe dans le football français ? Ouais, non, c'est un club qui n'a pas une histoire ultra fournie. C'est un club qui a été fondé en 1926, qui jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale est un club qui est plutôt un très bon club à la plus haute échelle locale, mais qui va jamais être considéré comme un des grands clubs français de cette époque. Et en fait, ils vont tenter de l'aventure professionnelle assez tard, uniquement dans les années 70, et ils vont jamais atteindre la première division. Dans ces années-là, il va y avoir pas mal de
descente et de promotion entre la 2e et la 3e division, jusqu'à un dépôt de bilan. Et en fait, il y a un homme évidemment qui va complètement changer le club. Vous le connaissez tous, hein, c'est Christian Gourcuff. Il arrive en fait au club, il revient au club plutôt en 1991, parce qu'il a déjà été entraîneur-joueur de 82 à 86. Donc dans cette époque où Lorient alterne entre la 3e et la 2e division. Et donc là, il revient en 91 et tout de suite, il commence à avoir un vrai plan pour faire remonter le club. Ils sont où Lorient à ce moment-là en 91 ? Ils oscillent entre D2 et D3. Ok, ils font l'ascenseur entre la et donc il arrive en 91. Là, cette fois-ci, il est plus entraîneur-joueur. Hein. Il est vraiment coach. Et puis presque, Gourcuff, on le sait, mais c'est presque une sorte de manager à l'anglaise. Il va faire la première promotion de l'histoire de Lorient, c'est en 98. Ils vont descendre dans la foulée. Ils vont remonter au terme de la saison 2000-2001. Sauf que là, le problème, c'est que le Druide se barre. Bon, il reste en Bretagne, il se barre pas très loin, mais il se barre au Stade Rennais, évidemment. Et d'ailleurs, le truc qui est assez fou, c'est qu'il se barre en 2001 au Stade Rennais. Il va faire que 2 saisons, je crois. Et le seul titre majeur, alors que Gourcuff est l'histoire à lui-même du FC Lorient, le seul titre majeur qui est la Coupe de France 2002, elle est gagnée sans lui. C'est Yvon Pouliken qui est actuellement coach, et avec une belle génération. Je crois qu'il y a du Darcheville, Faïndouno, Sédou Keita dans cette équipe. Donc c'est une belle équipe, et lui en fait il revient en 2003, donc vraiment il s'est dit il y a un trophée, je vais pas le faire, je vais me barrer 2 ans, je vais pas le faire, et il revient en 2003. Si je dis pas de conneries, c'est la même saison un peu absurde où ils font 2 finales de coupe et ils descendent la même saison. C'est qu'en gros ils finissent je crois 19e ou 20e de Ligue 1 et qu'ils font finale de coupe de la Ligue, finale de coupe de France, qu'ils en gagnent une et qu'ils descendent en même temps avec un trio Sédou Keita, Faïndouno, Darcheville, ce qui est un peu étonnant. Ouais, c'est un peu étonnant, mais du coup, donc, c'est ce qu'on disait, la Gourcuff revient après ça, il refait monter le club, donc après son retour en 2003, et il va rester là jusqu'en 2014. Et là, il va vraiment installer Lorient comme une sorte d'équipe solide de Ligue 1 qui va jamais jouer non plus les places européennes, quoi qu'une fois ils n'ont pas été loin, et qui va par contre généralement assurer son maintien assez facilement. Ça devient une sorte de place solide de la Ligue 1. Et pour compléter ce que tu dis, Flo, Gourcuff il est tellement important, et je t'en ai parlé hors antenne. Moi je voulais le comparer à Giroud sur le côté si Lorient existe sur la carte de France, c'est grâce à lui, tout comme si Auxerre existe, parce que Lorient c'est une ville de 60 000 habitants, et Gourcuff en fait il fait connaître le club notamment grâce à son jeu. Et ça, c'est un truc dont on va beaucoup parler dans l'émission d'aujourd'hui avec le coach Lebris. C'est que Gourcuff, il insuffle vraiment un jeu qui est qualitatif, qui est beau, qui est attractif. Et là où tu as des centaines de clubs qui ont essayé de créer quelque chose à travers l'argent, à travers le financement, Lorient sans moyens, ils ont réussi à exister parce qu'ils proposaient du jeu. Donc on passe un peu rapidement sur le tout début des années 2000, et il y a un repreneur qui va arriver très vite, que tout le monde connaît et qui a une image un peu mitigée chez les supporters lorientais, qui va quand même faire la diff dans les dernières années et dans ce qu'est Lorient dans les années modernes. Alors très mitigé, c'est évidemment Loïc Ferry. Il arrive en 2009 à Lorient. Loïc Ferry, c'est un mec qui a un parcours que tu adores, Jules, parce qu'il est banquier, parce qu'il travaille sur les marchés de financement et de crédit en Asie. Mais c'est un mec qui a toujours rêvé du foot. Tout petit, il disait déjà moi j'ai envie de diriger un club, c'était son rêve, c'était son ambition. Et quand il part bosser pour le Crédit Agricole en Chine, il bosse à Hong Kong, donc qui n'est pas vraiment la Chine. Enfin, je vous laisse débattre de ça. On commence pas sur ce genre de débat. Voilà. Et il est attaquant d'un club de D2 amateur, et en même temps il est président du club, et ça lui arrive de jouer devant des stades de 10 000 personnes. Il se tâte, il fait sa vie d'entrepreneur, il quitte la banque. C'est quand même, faut savoir qu'il avait le surnom de star des banquiers, quoi. C'était un mec qui était, comme on dit dans le foot ou au basket, un gros prospect de la banque. Et même lui en parle tranquillement, hein. Il dit le moment où je suis passé de star de la banque et où je me suis fait virer parce que en fait. On parle de star de la banque, c'est un terme qui est accepté. Star de la banque. Petite star de la banque précisément. Non vraiment. C'est un certain menu comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi. Je pense à un mec aussi, ouais, qui a pas le même pied droit. Et il cherche dès ses 32-33 ans à reprendre un club. Il s'intéresse à Lorient, il s'intéresse à Nice, il s'intéresse à des clubs en Angleterre. Et finalement, à l'été 2009, il y a le conseil d'administration de Lorient qui prend contact avec lui pour qu'il prenne la succession de Alain Leroc.
Et finalement, en 4 mois, il rachète d'abord 70% des parts et il finit par avoir 100% des parts. Et à son arrivée, il va changer beaucoup de choses. Et du coup, juste avant qu'on enclenche sur l'arrivée de Ferry à Lorient, on peut dire plus ou moins qu'il y a 2 phases dans sa présidence jusqu'à aujourd'hui. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de sa première phase de présidence, justement, quand il arrive et qu'il change des trucs? Carrément, en vrai, on connaît tous le schéma du repreneur qui sort, qui a une success story dans les affaires et qui se dit moi je vais gérer le club comme mes affaires en fait et il n'y aura aucun problème. Il s'avère quand même qu'il arrive à Lorient, la première saison se passe super bien, il a des super idées, il donne plus de pouvoir à Gourcuff qui est toujours en poste à ce moment-là, il lui donne carte blanche sur le centre de formation, sur la place qu'il a dans le club, il développe le centre de formation de façon exponentielle, il rajoute une tribune au stade du Moustoir, il a des super idées, fin de la première saison. Il veut vraiment faire grossir le club. Bien sûr, et il travaille bien. Il s'entoure bien, il travaille bien. Et à ce moment-là, il est vachement aussi intégré dans les arcanes de la Ligue. Complètement, parce que ça fait un moment en fait qu'il tourne autour de plusieurs clubs oui, il est très ami avec Vincent Labrune, qui était alors président. Et alors, juste rappelle-moi, du coup, c'est en quelle année exactement ça? Je crois qu'on est en 2009. Ouais, okay, été 2009. Été 2009, c'est là qu'il est contacté par le conseil d'administration. Les finances du club sont au beau fixe et là il amène un truc qui est quand même très intéressant, c'est qu'il injecte une part variable dans les salaires des joueurs. C'est-à-dire que lui dit, moi j'en ai marre que les mecs soient à, je dis n'importe quoi, mais à 150 000 mensuels et qu'en fait qu'importe leur manière de jouer, les résultats sportifs, ils soient toujours à 150 000 mensuels. C'est assez novateur. Moi je baisse le fixe et j'augmente la part de variable en fonction des résultats sportifs. Et la première saison est une réussite, ils finissent 7e. Le club a des résultats financiers qui sont au beau fixe alors que tout le football français se casse la gueule à cette époque-là. Tout part bien, ça tourne pendant plusieurs années et arrive la saison 2012-2013 où là c'est un peu l'enflammade, il a dû prendre un peu le boulard, l'ami Ferry, et il annonce vouloir jouer l'Europe. Et le premier couac avec Gourcuff, il vend Mario Lemina à Marseille dans les dernières heures du mercato. Et c'est ça qui précipite la chute du club. C'est vrai qu'à l'époque, dans son côté très novateur, j'en profite justement pour remercier Lucas Le Texier, Baptiste Veil, Pierre Gardan qui nous ont aidés à préparer l'émission. Et c'est vrai que Baptiste, qui est un grand fan des Merlus, qui les suit depuis longtemps, etc., il nous disait surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux à Lorient et qu'il n'y avait qu'un seul mec qui adorait ça. C'était justement Ferry qui envoyait tweet sur tweet, mais comme un ado de 17 ans, quoi. Et apparemment, il a un peu nettoyé son compte depuis, mais il y avait quelques pépites. Ça fait penser à un président du côté du Rhône. C'est bizarre ça. En fait, Val s'en va jamais. Un peu quoi. excité de Twitter. Oui, je vois très bien de qui vous voulez parler. Il est comment avec Roland, les femmes? On sait Romeillet. comment il est avec les femmes, monsieur Ferry? Donc du coup, on a un peu vu ça. Et là, on arrive plus ou moins à la fin de sa première phase avec le départ de Gourcuff. Derrière, ça tâtonne un peu. Il y a la descente en Ligue 2. Gourcuff va partir parce qu'il se remet pas du tout bien sûr. de la Donc, vente de Lemina. Il y a le départ de Gourcuff avec ce clash avec Lemina, etc. Très vite, il y a la descente en Ligue 2. Et une fois la descente en Ligue 2 qui arrive, il y a un petit changement d'organigramme. Il y a un changement de cap de la part de Ferry. Est-ce que vous pouvez détailler un peu ce truc-là qui va quand même changer l'avenir proche de Lorient? Derrière, après la descente, du coup, il se remet un peu en cause. Et là, il s'éloigne un petit peu du sportif. Et finalement, c'est un des choix les plus brillants qu'il ait fait. Parce que derrière, sous Pélissier, il remonte. Et derrière, tu as 3 saisons où il s'est un peu éloigné du sportif. Ils font 16e et 16e. Mais on a le sentiment qu'on retrouve le Lorient d'avant. Pas encore dans le jeu, parce que clairement, on en parlera après avec la Révolution Le Brie. Mais voilà, il y a quand même une deuxième partie de sa présidence où il s'oriente plus vers je fais confiance à des gars plus qui connaissent le football. Et on parlera, comme je disais, de Le Bris qui justement incarne totalement ça. Et je leur laisse les pleins pouvoirs. Moi, je m'occupe du reste. Surtout qu'il y a eu quand même la période aussi où ce qui s'est quand même passé, c'est que quand il est revenu en Ligue 2, il y a eu une ambiance où il voulait revenir un peu à l'ADN. On a vu le Paris-Landreau qui pour moi était une grosse connerie, mais il y a quand même cette envie-là. Mais qui fait une première saison où ils sont pas loin de monter. Il y a eu Ripoll, etc. Il y a eu Ripoll, il y a eu surtout le départ de Hayes, qui est un mec un peu loufoque, folklorique anglais, qui était à la direction du club, ancien journaliste, ancien agent, qui avait pris la direction du club, qui s'en va. Et là, on arrive avec la nomination de... On parle pas de Francaise. Il y a Casoni après. Ouais, je parle pas des coachs, je parlais du coup plutôt des présidents administratifs. Il y a Boquet. Qui est le directeur général.
Ferry est président et Bocquet est directeur général. Aussi à la descente en Ligue 2, et Bocquet est connu pour Bocquet qui est à Nice maintenant. Qui vient signer à Nice et je crois qu'il arrive à Lorient en 2015 et il part l'été dernier, mais c'est un mec effectivement qui a beaucoup restructuré le club à ce moment-là. Qui a remis un peu le club en hors de marche. Donc il y a toutes ces choses-là qui se mettent en place avec le retour en Ligue 1, etc. Et est-ce qu'on peut revenir, surtout moi ce qui m'intéresserait là-dedans, c'est de voir ce qu'a apporté Ferry au centre de formation lorientais qui était inexistant avant, et de voir à travers ça le rôle de l'actuel coach, de Régis Lebris, je ne saurais dire. Et donc, c'est je crois que c'est Lebris. Donc du coup, de voir le rôle de Régis Lebris à travers ce centre de formation-là et l'importance qu'a voulu mettre Ferry là-dedans. Disons que l'idée du centre de formation initialement c'est plutôt Gourcuff, mais derrière pour le développer c'est Lebris qui va prendre la suite. Il arrive en 2012 et en tant que responsable du centre de formation, et du coup il va tout de suite commencer un boulot avec les jeunes qui commence par une première étape où déjà il va mettre à niveau les effectifs et le staff pour justement avoir des gens compétents autour de lui, et du coup derrière avoir une idéologie, une idée de jeu commune à tout le monde. Donc on connaît tous le 4-4-2 de Gourcuff. Lui il pense au 4-4-2 de Gourcuff, mais il pense surtout à une idée de jeu commune entre les éducateurs, et c'est surtout ça qui est intéressant. Et du coup ça suit toutes les équipes de jeunes qui font des résultats d'ailleurs avec lui. Donc lui il est coach des U17 de 2012 à 2015. Avec eux il va gagner le championnat de France en 2015. Ensuite il prend la place de ce fameux Francaise en étant le coach de l'équipe réserve de 2015 à 2022. Francaise qui est donc l'actuel entraîneur de Lens, qui a beaucoup été dans les équipes de jeunes et dans le centre de formation, qui a pris un intérim, je crois, pendant 2-3 mois en 2016, mais qui n'a aucun rapport avec le Hayes dont parlait Jules, qui était à la direction du club. Hayes, c'est attention. H-A-Y-E-S. Et qui est anglais, et Francaise est bien. Un vilain anglais, quoi. Exactement, tandis que Francaise est un bon français. Ouais. Oui, calme-toi quand même. Et donc, du coup, on va revenir un peu sur le travail du centre de formation de Lebris, sachant que ce qui s'est passé, c'est quand même qu'il faut aussi rappeler que Ferry, le centre de formation de Lorient à l'époque, on a les supporters, que ce soit Baptiste, que ce soit Lucas qui est un peu insider, les supporters nous racontaient quand même qu'avant le centre de formation c'était un bungalow à côté d'un vieux centre d'entraînement dégoûtant, et que Ferry a mis les moyens pour avoir un vrai centre de formation, qu'il y a eu vraiment... Je crois qu'à l'époque, enfin, j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais qu'à l'époque, c'était un centre de formation à ses côtés. Et Lebris a pu s'exprimer là-dedans. Il a amené plusieurs choses. Je sais pas si c'est là-dessus que tu voulais rebondir, Flo, mais il a amené plusieurs choses dans la formation des joueurs, que ce soit au niveau des hommes et au niveau du jeu. Effectivement, humainement, c'est un mec qui va beaucoup apporter, parce qu'il a déjà, donc on va revenir plus tard sur son parcours, notamment aux côtés du Stade Rennais, mais ça fait 10 ans qu'il baigne dans la formation. Et en fait, il arrive avec Lorient, et assez rapidement, au bout de 2-3 ans, il se rend compte d'une sorte de constat d'échec, notamment sur la non-éclosion ou le flop de certains joueurs qui sont des prospects à très très fort potentiel, et qui vont en fait complètement flopper quand ils arrivent dans l'équipe A. Alors qu'à l'inverse, il y a des joueurs qui sont moins talentueux, on va dire, et moins prospectés, et qui vont directement s'intégrer quand ils vont arriver dans l'effectif professionnel. Donc lui, il part de ce constat-là, et en fait, il va complètement rénover avec des idées ultra novatrices toute la formation. Et c'est ce qui va notamment conduire à l'éclosion. En fait, assez rapidement, on part d'une sorte de page blanche, et très rapidement, de 2012 à 2017-2018, on a l'éclosion de plein de joueurs qui vont sortir du centre de formation et qui vont commencer à faire une sorte de réputation du centre de formation Lorientais. Forcément, il y a Gendouzi qui est un petit peu, vu qu'il est en équipe de France, qui est un peu l'illustre, mais on a Alexis Claude Maurice qui a quand même eu un beau début de carrière, Ilan Meslier du côté de Leeds, et puis là toujours Enzo Lefebvre qui est au club. Il y a beaucoup de joueurs au club qui sont dans l'effectif professionnel, qui sont passés par le centre de formation. Surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que le discours et la méthode que que Régis Lebris a mis en place, ce qui est assez intéressant, c'est qu'un mec comme Gendouzi quitte le PSG parce qu'il sent qu'il va pas pouvoir éclore, il veut aller dans un autre club. Il finit par aller à Lorient parce qu'il est convaincu que c'est là-bas qu'il peut progresser, ce qui n'était pas du tout le cas de Lorient 2-3 ans avant, parce que justement Lebris a mis en place des choses assez intéressantes avec les jeunes, notamment dans l'accompagnement, dans la séance vidéo, dans tout ça. Il y a eu pas mal de trucs assez cool qui ont été mis en place, Alex, non ? En fait, c'est hyper intéressant ce que dit Flo, parce que tout comme Ferry, les deux ont eu dans leur carrière une vraie remise en question. Quand Ferry descend en Ligue 2, il se dit là quand même j'ai merdé. J'ai pris la grosse tête, je sais pas s'il se le dit comme ça, mais en tout cas, il réfléchit à restructurer son club. Si, tu le sais. Je le sais. N'en doute pas un instant. Il réfléchit à restructurer son club en se disant, il y a quelque chose où j'ai déconné et il faut que je pense autrement, il faut que je progresse. Ça veut dire, c'est quand même l'autocritique dans le foot, c'est quelque chose qui est assez rare quand même. Hein. Et ce qui se passe avec Lebris, c'est que lui se dit, comme l'a dit Flo,
que j'ai atteint une sorte de plafond de verre, que mes jeunes progressent plus, comment je peux faire pour les faire progresser, et comment je peux attirer aussi d'autres joueurs, parce que Lorient, en vrai, avant ces mecs-là, on connaît plein de joueurs qui sont passés par Lorient. On connaît les Gamero, les Amalfitano, on connaît les Darcheville à l'ancienne, voilà. Mais combien sont sortis du centre de Lorient? Eh ben en fait, très peu. Et lui, ce qu'il dit, il se dit, bon, où est-ce que ça merde? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire performer ces mecs-là au plus haut niveau? Qu'est-ce qui va pas? Et là où il change sa méthode et il s'inspire de la culture espagnole, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai vu plein de fois sur des docs sur la formation en Espagne, c'est qu'il responsabilise le joueur et il demande aux jeunes de réfléchir ensemble. C'est pas il leur dit on va faire des séances vidéo, vous voyez cette action, toi t'as débordé là, t'aurais dû passer en retrait, machin. C'est juste il met pause et là il interpelle son audience et il dit qu'est-ce qui a pas marché? Toi, dis-moi, toi le numéro 9, toi, dis-moi, toi le numéro 6, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi cette action n'est pas arrivée à son terme? Pourquoi on s'est fait contrer? Pourquoi on n'a pas su réfléchir ensemble? Et en fait, on développera son parcours parce que c'est un universitaire quand même, le Brice. Hein. C'est un mec qui a un doctorat, qui a vachement pensé le foot. Et c'est ça qui est passionnant et c'est pour ça qu'on voulait parler de Lorient aujourd'hui. C'est qu'en fait, il a amené de la réflexion chez ses joueurs et il leur a appris la capacité à réfléchir et à solutionner les problèmes ensemble. Surtout, ce qui est cool, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie. D'ailleurs, je vous encourage aussi à aller écouter le Formation Football Club avec un formateur dont j'ai oublié le nom, un formateur du FC Lorient qui détaille pas mal la méthode Lebris, qu'il applique lui aussi, où justement tout est basé sur la responsabilité du joueur, sur le fait de le rendre libre et indépendant sur le terrain et qu'il comprenne lui-même ses trucs. C'est assez intéressant ce qu'il a essayé de mettre en place en psychologie, parce qu'il faut bien comprendre qu'on est sur des très jeunes joueurs, on est sur des gamins de 15-16 ans et on les rend matures très tôt. Ouais, mais ce qui est très intéressant effectivement, c'est que il se rend compte de tout ça au bout de 2-3 ans, de plus de 10 ans de formation et de 2-3 ans au sein du centre à la direction du centre de formation de Lorient. Et en fait, il va prendre plusieurs décisions assez fortes à ce moment-là pour essayer de rebooster la formation et de faire un truc ultra novateur et ultra efficace aussi. Par exemple, il va rapidement supprimer l'équipe de U19. Alors, il va la remettre en place plus tard, mais parce qu'à ce moment-là, il estime que déjà le nombre de joueurs au centre de formation était trop nombreux, mais surtout que le centre de formation n'était plus un centre de formation, mais un centre de compétition. Et pour lui, c'était un des gros problèmes de l'intégration en fait, des jeunes joueurs talentueux dans l'effectif professionnel. Et l'autre chose qu'il va mettre en place, c'est son côté très management, très psychologique, où il va mettre en place une matrice de management avec une sorte de 7 items, 7 critères. Et le but principal, c'est de créer un environnement qui permette la prise d'initiative pour que le joueur ose de lui-même exécuter la décision qui lui semble juste. C'est-à-dire qu'après, il va faire une sorte de feedback avec ses coachs pour avoir la progression, pour savoir si son choix était le bon. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre le joueur de manière proactive au centre de son projet, que ça soit tactique, de management, psychologique, et donc en fait de son projet footballistique. Mais on est d'accord qu'à priori, le Brice, il a quand même pas tout fait tout seul dans son centre de formation, il a dû être entouré de certaines personnes. Est-ce que vous avez des exemples de mecs qui ont pu être influents dans la révolution de ce centre de formation et de cette méthode de travail ? Alors au-delà de lui, ses qualités et des gens qu'il a pu nommer, effectivement, il a fait des rencontres parce que c'est un mec qui est très curieux. Et dans cette remise en question, il va s'intéresser à ce qui se fait ailleurs. Donc à partir du moment où il prend la tête du centre de formation, lui, et pour ses coachs, il va organiser des stages, quasiment 2 à 3 stages par saison dans des clubs en France ou à l'étranger. Il va beaucoup voyager, notamment à Lille. Il s'est beaucoup inspiré aussi. Il a fait 1 ou 2 stages du côté du Betis de Quique Sétienne à l'époque, qui était quand même un Betis extrêmement intéressant d'un point de vue tactique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne va pas uniquement se focaliser sur le football, parce qu'il voit, pour se remettre en question, que les gens du football n'ont pas assez de recul. Et il va se rapprocher de Claude Fauquet, qui est un historique DTN de la natation française, qui a amené énormément de médailles aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde pour la natation française. Mais en fait, ça va être une sorte de révélation entre les deux. Les deux vont devenir très proches. Ils continuent toujours. Ça fait depuis presque 10 ans maintenant qu'ils travaillent ensemble, ou en tout cas 7 ou 8 ans. Et c'est vraiment une sorte de mentor, Claude Fauquet, qui est beaucoup plus âgé que Régis Lebris et qui va venir pour l'épauler. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Fauquet va beaucoup... À l'époque, c'était Claude Fauquet ou Philippe Lucas, quoi. Il a eu très chaud. Ouais, très franchement, chaud, tu vois, le dialogue était quand même ouais. beaucoup plus simple avec l'un que l'autre. En termes de réflexion, ça s'est passé à 2 doigts. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que donc il va se nourrir de Claude Fauquet, et Claude Fauquet reste mais vraiment proche du staff pour toutes ces questions de management, de remise en question, de lancer un nouveau modèle de formation. Mais il va pas se suffire et se satisfaire de ça. Il va aussi aller voir du côté d'autres sports. Il fait notamment un stage, donc je vous parlais de ces stages qu'il fait plusieurs fois dans l'année, un stage du côté de la section paloise en rugby et du côté de Sébastien Picrognès, qui était à l'époque le manager de l'équipe. Donc il va essayer de s'enrichir d'un nouveau sport, et il est aussi très très proche de Frédéric Grapp,
Alors, je sais que Bilal, tu suis aussi beaucoup le cycliste, qui est un des responsables de la haute performance chez l'équipe Groupama FDJ en vélo. Donc, c'est un mec extrêmement curieux et qui va essayer de se nourrir d'autres sports. Ouais, donc clairement, c'est un mec qui est super ouvert. Et d'ailleurs, c'est aussi un mec qui est assez, qui est assez éduqué au sens propre du terme, qui a fait beaucoup d'études. Est-ce que là, on a vu un peu Régis Lebris formateur, on va passer à Régis Lebris coach. Est-ce qu'avant ça, on peut faire juste un rappel de son historique, de quel parcours il a? Parce que voilà, c'était un petit peu un enfant spirituel de Gourcuff, qui était un prof de maths à l'époque, etc. Lui, il n'a pas un parcours non plus super clair et super linéaire. Disons que déjà il y a un petit point commun entre les deux, c'est que clairement deux cartésiens. Comme vient de le dire Flo, la proximité avec Claude Fauquet, elle vient aussi de cette recherche ultime de la performance. Ils ont ce même souci-là. On a vu le niveau que la natation française a atteint. C'est quelque chose qui est important. Régis Lebris en tant que coach, toutes ces années en tant que formateur, toutes les U17, les U16, tout ce qu'il a eu, à chaque fois il y a eu des résultats concrets. Si on fait le cheminement jusqu'à maintenant, c'est une méthode qui marche, et à la preuve c'est Enzo Lefebvre ou Julien Ponceau qui actuellement sont dans l'équipe 1 à Lorient. Eux restent pour lui, pour sa méthodologie, pour ce qu'il leur a apporté depuis le début de leur carrière, et c'est quand même super important. En termes d'idées de jeu, après, j'ai comme le sentiment, comme je disais tout à l'heure, que il a formé les éducateurs à avoir la même vision, un langage commun, du coup par la vidéo, par la préparation mentale, comprendre ce qu'elle n'est pas, ce qu'on peut améliorer, le voir avec les autres pour que tous on parle le même langage et qu'on puisse évoluer ensemble en tant que groupe. Et du coup ça a suivi toutes les équipes, et je pense que ça se voit sur le début de saison de Lorient au niveau du jeu. Et donc on est quand même sur un mec du coup qui a une vision en fait très globale du foot. Moi personnellement, dans son ouverture d'esprit par rapport aux autres sports, par rapport à ce qu'il a eu en termes de parcours, il me fait un peu penser à l'école. On avait fait pas mal de réflexions. Est-ce qu'on n'avait pas fait même un épisode il y a 2 ans là-dessus sur l'école des coachs un peu portugais? On avait fait l'école des coachs allemands. Les coachs allemands. On avait fait allemand, mais moi il me fait plus penser à l'école portugaise, où il y a un côté justement, Alex t'en parlais un peu en off tout à l'heure, où je crois qu'il est doctorant. Donc tu as une réflexion très globale et réfléchie là-dessus. Tu as complètement raison, et moi ça me fait vachement penser à Mourinho, ce que tu racontes, parce que en fait à 27 ans, il décide de privilégier ses études universitaires. Ça l'amène jusqu'à l'obtention d'un doctorat en STAPS en physiologie et biomécanique. Et ça le prépare aussi à son premier diplôme de formateur. Ça veut dire que le gars, qui est quand même un passionné de foot, qui a joué à petit niveau et qui s'est jamais détaché du football, il se dit attends, moi j'ai pas envie d'arriver dans le foot comme un mec qui a fait carrière, qui essaye de se recycler et qui a 2-3 idées parce qu'il aime bien le jeu. C'est un mec qui pense, enfin je l'ai dit tout à l'heure, mais moi je trouve que c'est hyper important, et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de Lebris, c'est que c'est un mec qui réfléchit le football. Il le réfléchit à tel point, et il est tellement pas connu dans le milieu, qu'il se fait recaler 2 fois du BEPF. Et ça, on en a déjà parlé dans qu'il vient d'avoir d'ailleurs, qui vient tout qu'il a eu il y a pas, ouais, c'est vrai qu'il a eu il y a pas longtemps. Mais en tout cas, il commence du coup, si on prend le parcours de formateur, il a 20 ans de carrière de formateur. Il commence au Stade Rennais avec un titre de champion de France national des moins de 18 ans, une coupe Gambardella, ce qui est quand même costaud. Avec une génération folle. C'est la génération Pajot, Villa, Brahimi, Le Talec, Théophile Catherine, enfin une très 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 belle génération. Qui pour le coup, eux, n'ont pas eu de problème à performer au haut niveau, quoi. Lorient, on en a parlé, le titre de champion de France national des moins de 17 ans en 2015, et des saisons où il trust le haut de la N2. Et il avait la direction après, de 2012 à 2022, du centre de formation de Lorient. Donc c'est un mec en fait qui a toujours gravité avec des jeunes, qui aurait pu s'en satisfaire. On connaît plein de formateurs qui font que bosser avec des jeunes, mais lui il s'est pas contenté de ça. Il a réfléchi, il a bossé, il a travaillé, et il est aujourd'hui à un poste qu'il n'a pas envisagé, il s'est pas dit moi je veux être le coach de Lorient. Il s'est donné les moyens, et il est aujourd'hui l'actuel entraîneur des Merlus, et je crois que ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Donc du coup là on a une idée plus précise de ce qu'il a fait, Lebris en termes de parcours. On voit un peu son idée en tant que formateur. On va s'intéresser un peu plus maintenant à lui en tant que coach numéro 1, parce que mine de rien ça restait quand même un peu une surprise pour les supporters lorientais de nommer ce mec-là, Paris très ambitieux. Je pense que les supporters lorientais qui en a parlé au téléphone, sur les réseaux sociaux, etc. avaient l'air
de dire que eux ils étaient excités au début, mais que sur une saison avec une descente à 4, c'était quand même très osé. Qu'est-ce que c'est exactement ce qu'on appelle donc le Régis Ball? Quel est le style de jeu de notre ami Régis et aussi quel est son style de management en tant que com? Parce qu'on a beaucoup parlé du coup là du scientifique, de l'ingénieur du football qu'il est, mais comment il gère en termes de management une équipe professionnelle? Bah, ce qui est marrant effectivement, c'est que c'est un mec qui a une approche ultra scientifique, et comme beaucoup de gens qui ont des approches très scientifiques dans la vie, c'est pas forcément le mec le plus chaleureux. Alors après, ça n'empêche qu'il a été au contact de jeunes joueurs et qu'il a toujours fait exploser les jeunes joueurs, et que beaucoup de ces anciens jeunes ont de très bons souvenirs avec lui. Maintenant effectivement, c'est un mec qui est considéré un petit peu comme assez froid, que ce soit avec ses joueurs ou même avec le reste du club, on va dire. Il y a eu beaucoup de départs depuis son arrivée au centre de formation, et encore plus depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe. Mais c'est aussi des départs parce que c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, qui a sa propre philosophie, et c'est soit tu te mets dans le même chemin que lui et tu bosses énormément, soit si tu as d'autres idées, ou enfin des idées qui ne sont pas en adéquation avec sa philosophie. Un vilain breton bien têtu, quoi. Voilà, exactement. Et si c'est le cas, tu te casses. Il est pas dans cette approche-là. Même avec les médias, on le voit, c'est pas le mec le plus fun en conférence de presse, loin de là. Mais par contre, il est d'une rigueur de tous les instants. Donc c'est vrai que les premiers échos qu'on a des joueurs, c'est que les joueurs ont l'air d'avoir une confiance totale dans sa connaissance et sa science du jeu, qui suivent ça. La question qu'on peut se poser, c'est, vu qu'il y a entre guillemets de sa part un management humain proche de zéro, une fois que la confiance dans la science tactique va lâcher, est-ce qu'ils le suivront? Moi, je sais pas par rapport à ça, parce que l'avenir le dira, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que il sait bien s'entourer. Et comme lui, il sait que typiquement, il est peut-être froid et vachement théoricien, etc. Il a à côté de lui, dans son staff, des gens qui vont pouvoir jouer ce rôle-là. Et derrière, il y a aussi un autre truc à prendre en compte, qui est à mon sens un très bon choix de la part de Loïc Ferry. C'est que quand il tente ce pari sur une année où tu as 4 descentes, de changer le directeur sportif et du coup de mettre un coordinateur sportif à la place, qui est Aziz Madimogne, qui du coup depuis des années travaille comme les deux doigts d'une main avec. T'en as que deux sur ta main, toi? J'en ai deux, oui. Je confirme. D'ailleurs, je vous encourage du coup à nous donner de l'argent sur Tipeee pour nous soutenir, histoire qu'on puisse racheter 3 doigts à Bilal. Non, j'en aimerais bien 8. Ça, a priori, c'est compliqué. Il a surtout besoin d'un pied pour le micro, parce que là, c'est galère. Le pauvre, on est obligé de lui tenir quand il enregistre. Très bonne vanne de la part de Flo. Ouais, donc ils ont nommé Aziz en directeur sportif. Et du coup, ils travaillent depuis des années ensemble. Aziz Madimogne, c'était le recruteur du centre de formation. Donc la vision, il la partage. Et du coup, les deux vont travailler en duo, un tandem qui sait bosser ensemble. Et du coup, je trouve ça assez ambitieux et intéressant de la part de Ferry, justement, de continuer ce travail dans la formation, qui a quand même plutôt bien marché, avec des réussites qu'on a citées, des Gendouzi, etc. Et voir ce que ça peut donner à un niveau au-dessus, avec notamment certains éléments qui en viennent. Ce qui est super intéressant pour un jeune coach qui commence comme ça, c'est de lui donner la confiance en lui nommant le directeur sportif qu'il veut, parce qu'ils vont pouvoir travailler ensemble et qu'il peut valider les pistes de recrutement. Et donc, et en plus, ce qui est assez rigolo comme anecdote, c'est qu'on rappelle que Aziz était pion au Stade Rennais quand Régis Lebris. Tu l'appelles Aziz. Tu l'appelles donc Aziz, quoi. Ouais, je l'appelle Aziz parce que j'ai un petit peu de mal à prononcer son nom de famille. Parce que Aziz était pion au Stade Rennais pendant que Régis Lebris était directeur du centre de formation. Non, d'ailleurs, il n'était pas directeur, c'était Rampillon à Rennes, pardon. Et bref, il était pion à Rennes, et donc du coup, ils se sont toujours suivis. C'est-à-dire que quand Lebris est allé à Lorient, Aziz l'a suivi, ils ont gravi les échelons ensemble. Donc il y a une vraie confiance. C'est très important pour un entraîneur d'avoir une vraie confiance avec son coordinateur sportif. Et tu rappelais, Bilal, justement, qu'en plus, il avait su s'entourer de gens qui palliaient. Il a cette intelligence de réussir à choper des gens qui pallient à ses, entre guillemets, ses défauts humains. C'est ça. Le staff au global, par exemple, je vais vous citer l'entraîneur des gardiens dont tu nous as parlé, qui s'appelle Ronald Thomas. C'est un ancien joueur pro à Guingamp qui est devenu coach des gardiens derrière. Il est maintenant à Lorient, et typiquement tous les échos qu'on a, c'est que c'est un gars ultra chaleureux qui justement met à l'aise tous les joueurs, etc. Qui est très proche des joueurs. Voilà, qui est très proche des joueurs, et c'est qu'un exemple. Il y en a d'autres. Je pense à Erwan Lepostec, un ancien prépa physique à Rennes, qui maintenant est entraîneur adjoint, qui aussi un petit historique. On aime bien avoir des petites équipes réserves dans le sud de la Bretagne, comme ça, on s'entraîne comme ça. Et du coup, voilà, donc je pense que dans sa méthodologie, il est bien conscient aussi de ses manques, et il sait les pallier, et c'est pour ça que c'est ultra intéressant. Il y a le fameux adjoint allemand là aussi qu'il allait chercher très loin,
qu'il avait rencontré, qui lui apporte au niveau de la psychologie, de la préparation mentale, qui est très important. Qui est aussi un universitaire. Il s'appelle, alors, désolé, je vais écorcher forcément, Ingo Götze. G-O-E-T-Z-E. Les Oui, Allemands c'est pas une le dictée non prononceront, plus, hein. bien sûr, mais comme ça ils sauront comment, C'est comment quoi le son prénom prononcer correctement. Ingo. Bah voilà, tu vois, moi je dis Aziz, tu dis Ingo, ça va tout le monde. I-N-G-O. Ouais, mais un Ingo allemand, comment tu le prononces? Ingo. Ouais, bon, bah, écoute, qui est diplômé. Il y a une application, c'est Duolingo, donc excuse-moi. Qui est diplômé en sciences du sport et psychologie, qui a fait une année d'Erasmus à Brest. Alors ça s'invente pas. Je pense que ça te ferait une très bonne chronique humoristique. C'est D'ailleurs, incroyable, c'est incroyable. Je pense qu'il y a un mec par an qui choisit Brest comme Erasmus. Brest comme Erasmus, enfin moi, tu choisis Brest comme prison. Oui. Mais pas Brest comme Erasmus, quoi. Genre. Je savais Ou que alors cette t'es militaire, anecdote, quoi, tu vois. Ouais. je savais que cette anecdote te plairait. Ah, et en moi, fait, c'est fou, j'ai envie d'arrêter l'émission là-dessus. Il y a un mec. C'est bizarre qu'il ait pas fait de l'auberge brestoise, tu vois, En par même exemple. temps, il est allemand. Je veux dire, potentiellement pour lui, Oui, Brest, c'est c'est vrai, Ibiza pour nous. ouais, Enfin, c'est vrai. Et il a rencontré Régis Lebris lorsque Lebris est venu en stage au Werder Bremen. Et en fait, c'était la seule personne qui parlait français grâce à son Erasmus À Brest. à Brest. Et du coup, ils ont gardé un très bon non, rapport, il de parle très bons français liens. à Brest maintenant. Et Ouais. finalement, il l'a ramené à Lorient. On va s'arrêter, on a compris l'importance que Régis a mis autour de son staff. Juste, j'aimerais qu'on aille un petit peu avant d'aller sur la fin de ce gros sujet et de s'intéresser vraiment aux joueurs qui composent cette équipe, etc. Qu'on s'intéresse à l'essentiel de Régis Lebris, qui est quand même un vrai tacticien, un vrai scientifique du jeu. Qu'on aille sur la grosse partie, le Régis Ball. Qu'est-ce qu'il a proposé de vraiment différent par rapport aux 2 années Pélissier? Qu'est-ce qui a fait vraiment la différence sur ce début de saison? On va voir si ça dure. Bah déjà, ce qui était le premier reproche qui avait été fait à Pélissier, c'est au-delà des maintiens difficiles, mais finalement assez logique en 16e position pour Lorient, c'est le jeu très très restrictif et très défensif sous Pélissier, ce qui dans l'histoire du FC Lorient fait partie de ces petits clubs qui ont quand même une sorte d'ADN et d'héritage. Et justement, Lebris, même s'il est beaucoup moins dogmatique que ne l'était Christian Gourcuff, il s'inscrit dans cet héritage, et notamment il porte énormément d'importance à tout ce qui est esthétique et à l'esthétisme de ses équipes et à la force collective. Donc c'est ce qui fait beaucoup sa force. Il joue dans une sorte de schéma qui est un peu mouvant. Il n'est pas forcément dans le dispositif en 4-4-2 classique qu'avait Christian Gourcuff. Lui, il alterne plutôt entre le 4-4-2 et le 4-3-3 selon les phases offensives, défensives. Et moi, je trouve que ce qui est flagrant par rapport à la saison dernière, il y a énormément de joueurs, notamment offensifs, qui ont progressé. Il y a eu des très bonnes recrues. Mais il était déjà bon la saison dernière, mais il était un peu tout seul. C'est Enzo Lefebvre qui rayonne cette saison. Qui est tout bonnement fantastique, je le trouve. Et on savait que c'était un joueur solide, il était déjà international espoir depuis 2-3 ans. Mais là, cette saison, il est vraiment devenu. Il a une liberté immense sur Régis Lebris et je trouve qu'il a vraiment une grande qualité cette saison. Et ce qui est intéressant aussi à noter sur le fameux Régis Ball, c'est qu'il y a aussi cette capacité d'adaptation. Ouais. Selon l'adversaire, il va faire évoluer le schéma. Typiquement, là contre Lyon, c'est Enzo Lefebvre qui va jouer le 10. Il jouait relayeur avec Abergel sur le reste des matchs. Il fait bouger les éléments de place pour s'adapter à ce que l'adversaire peut lui proposer comme contrainte. Et c'est ultra intéressant parce que au-delà de l'idée de jeu où effectivement on va essayer plus de jouer au ballon et du coup plus être dans l'ADN lorientais, on est quand même sur une adaptation constante qui est plaisante à voir. Oui, il n'est pas sur une vision très fermée de son jeu, il adapte son système. D'ailleurs, il s'aligne un petit peu à ce que pensait Gourcuff à une époque, que le schéma qu'on pose sur le papier n'a rien à voir avec le fonctionnement du schéma dans la réalité. Qu'est-ce qu'on peut noter sur ce début de saison, sur ce qui se passe avec les pros, sur ce que propose Lebris en termes d'automatisme qu'il a mis en place, de style reconnaissable à Lorient, même si ce qui était assez intéressant, c'est Baptiste qu'on a interrogé, qui nous disait qu'il ne faut pas non plus trop juger sur ce début de saison, parce qu'ils ont quand même eu 4 matchs à l'extérieur, que tu t'adaptes forcément un peu plus à l'adversaire, mais on voit quand même 2-3 trucs différents. Franchement, ce qui est assez flagrant avec ces équipes, c'est le côté sortie de balle très propre. On sent les automatismes dans les sorties de balle notamment. Et ce qui est assez fou, je pense que le meilleur exemple de voir ce que c'est, donc le fameux Régis Ball, c'est d'aller voir le but qu'ils mettent le week-end dernier contre Ajaccio. La sortie de balle, où on utilise les latéraux, on va fixer on va dire le pivot qui est Abergel au milieu. Et beaucoup de triangles, notamment sur les côtés pour ressortir. Et bon, après, on sait utiliser la profondeur parce qu'on a des très bons ailiers. Et moi, ce qui me frappe le plus, au-delà d'un point de vue tactique, c'est l'adéquation et la maîtrise de ces joueurs d'un tout nouveau dispositif, de tout nouveaux automatismes, alors qu'il est là que depuis 3 mois en réalité. Et je pense que ce qui prête énormément d'importance et ce qui aide beaucoup
l'intégration de ses joueurs et la compréhension des schémas de jeu de Régis Lebris, c'est qu'en fait, quasiment la moitié de l'effectif qu'il a actuellement entre ses mains, il les a eu sous lui quand il était au centre de formation, parce que c'est des joueurs qui sont passés par le centre de formation. Donc je pense que c'est quelque chose qui l'aide énormément dans la construction de son effectif et de son projet de jeu. On aurait, je pense, beaucoup de choses à dire sur le Régis Ball. Après, c'est un truc. Voilà, nous, vous savez très bien que chez 11e art, on a un petit peu de mal avec le jeu et la tactique audio. C'est toujours dur de s'en rendre compte. La meilleure manière de constater tout ça, c'est de voir le bon classement de Lorient en début de saison et surtout de regarder les matchs de Lorient. C'est assez plaisant. Donc c'est très très cool. On va passer très rapidement les gars sur notre dernier point. On finit souvent comme ça quand on fait des zooms sur des équipes. Là on est en début de saison, donc j'ai rajouté un petit point. Est-ce que très rapidement, chacun votre tour ou ensemble, vous pouvez me faire un petit point sur le mercato de Lorient, ce que vous en ressentez après qu'on en ait parlé avec les journalistes sportifs, joueurs du club? De mon côté, moi, déjà, il y a une bonne pioche. Enfin, il y a un joueur que j'aime beaucoup, en tout cas depuis le début de saison, c'est Yvon Mvogo. Le gardien le gardien suisse qu'ils ont pris, international suisse. Une des grosses faiblesses de Lorient l'an dernier, le poste de gardien. Ouais, entre Dreyer et Nardi qui sont tous les deux partis. Et du coup, c'est l'ancien numéro 2 de Gulacsi à Leipzig. Il est prêté une saison au PSV. Il va gagner la Coupe des Pays-Bas avec le PSV. Et depuis le début de saison, de ce que j'ai vu en tout cas, la majorité des buts qu'il prend, il peut pas faire grand-chose. Et par contre, il sort des coups francs dans la lucarne. Il fait des parades sur la ligne. Il y a un but qu'il prenne à un moment. Il fait 2 parades. Et finalement, c'est la passivité de la défense qui fait qu'il y a un but sur la 3e frappe en question. Donc voilà, moi je le trouve super intéressant. Même la charnière un petit peu Talbi et Laporte marche bien. Ouais, Talbi apporte beaucoup. Ouais, il apporte beaucoup. C'est bonne vanne, Flo. Et du coup, moi je trouve. Alors, je vais vous laisser parler un petit peu, mais au global, en tout cas, sur le mercato de Lorient, il y a peut-être des manques quand même offensivement à voir. Parce que des ailes qui sont un peu démunies. Voilà, l'orienté qui n'a pas forcément été remplacé. Après, ils prennent Kathleen en fin de mercato, du coup. Aouchiche aussi. Aouchiche qui veut peut-être jouer à côté de Mofi, du coup, dans la saison. Donc voilà, à voir au global. Peut-être offensivement ça va être limité, mais je trouve que ça a été bien construit. Ils ont fait des bonnes pioches. Et toi, Flo, vas-y, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu peux te faire un peu comme Bilal, ce que tu penses un peu du mercato? Est-ce que toi tu vois comme élément fort de cette équipe-là les joueurs dont tu as envie de parler? Je vous ai parlé de Abergel qui est vraiment le point central. Moi j'ai beaucoup aimé le recrutement de Kaloulou, le petit frère qui était latéral droit du côté d'Ajaccio, qui est monté et qui finalement est allé rejoindre Lorient parce qu'il y a un grand frère. Ouais, je pense que oui, grand frère, pardon. Pierre, ouais. Oui, c'est le 3e qui est en dessous par contre. Mais ouais, effectivement, qui avait fait une très très belle saison en Ligue 2 du côté d'Ajaccio l'année dernière, dans une des meilleures défenses de Ligue 2. Et j'avais été surpris qu'il quitte Ajaccio qui venait de monter. Et au final, je pense qu'il a vraiment bien fait pour sa carrière d'aller à Lorient en termes de schéma de jeu. Qui est arrivé libre, très bonne pioche pour Lorient. Et qui est encore un jeune joueur pour un défenseur. Et juste avant de laisser la parole à Alex, on a oublié, il y a une stat qui est assez intéressante, c'est que l'année dernière, sous Pélissier, Lorient c'était le 4e effectif le plus vieux de Ligue 1. C'est devenu le 4e effectif le plus jeune de Ligue 1. Parce que justement en étant passé par centre de formation, il fait beaucoup confiance aux jeunes, Régis Lebris, Régis Ball encore une fois, mais il y a aussi le fait que lui il est complètement conscient du standing de son club et que le club a besoin d'actifs financiers jeunes pour pouvoir ensuite avoir un projet économique viable. Est-ce que tu peux nous faire toi, un peu l'avis général que tu as sur leur mercato? Ça t'inspire quoi? Tu as l'impression un peu comme Bilal que c'est un peu démuni devant et que ça peut être un peu faiblard? Ouais, j'ai le même avis. Il faudra voir si en fait. Je pense que Mofi peut garder une bonne forme toute la saison et finir une saison entre 15 et 20 buts. C'est plutôt sur les côtés où je trouve qu'entre Ouattara, Koné, Kathleen, on va voir ce que donne Kathleen parce que finalement il n'a pas beaucoup non plus de matchs en pro avec Guingamp. Non, c'est marrant avec les joueurs que tu cites. J'ai l'impression qu'on est aux éliminatoires de championnat de France du 100 mètres. Enfin, c'est fou, hein. C'est fou. Non, après il y a des bons petits jeunes. Théo Lebris, Suan Diarra, c'est des bons joueurs. J'attends beaucoup en fait de l'arrivée d'Aouchiche. Je pense que c'est peut-être un des meilleurs coachs pour le relancer. Parce que quitter le PSG, c'est très difficile de jouer pour rejoindre Pascal Duprat. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus. Non, ça suffit, Voilà. Ça suffit. Alex, un peu pareil, toi les éléments que tu as envie de ce qui est mettre en avant. Intéressant dans ce qu'a dit Flo, c'est que on l'a dit pendant toute l'émission, mais c'était l'entraîneur des U17 à Lorient et en fait il retrouve pas mal de ses joueurs. Donc entre le recrutement et les mecs qui va faire monter et qui va accompagner à travers ses méthodes, à travers cette phase de participation dont on parlait tout à l'heure, dans cette réflexion où tout le monde prend la parole et tout le monde réfléchit ensemble, en fait il est un peu en terrain conquis. Donc évidemment que il y a de quoi être très optimiste parce que c'est un groupe qui connaît. Toi, tu as l'air de dire qu'en fait, le point intéressant de leur mercato, c'est qu'en fait, il a fait le ménage pour avoir une majorité de joueurs qui le suivent. En fait, déjà, je vais dire que
je connais pas suffisamment certains des joueurs qui sont arrivés. Je fais confiance à Lucas qui nous a expliqué que la charnière avait changé, que le gardien avait changé et que ça avait été un vrai renfort et que c'était vraiment une nécessité parce qu'apparemment le gardien de l'année dernière était pas au niveau tout simplement. Mais ce que je mettrais en avant d'abord, c'est son rapport avec les jeunes et son travail avec le centre de formation et ce qu'il va leur apporter. T'as un joueur dont tu as envie de parler particulièrement ou Flo a parlé d'Abergel, mais moi évidemment j'ai envie de le citer parce que en fait je l'ai vu tout le temps dans le groupe à Marseille. Je me suis dit bon c'est encore un jeune qui est là et qu'on verra jamais, un peu comme Perrin qui est à Strasbourg, tu vois, c'est des mecs tu te dis ils sont dans le groupe, ils font 1-2 matchs. Perrin avait joué sous Bielsa mais tu les vois pas en fait. Tu te dis c'est des jeunes qui ont peut-être un avenir en Ligue 2 ou quoi, et de le voir performer comme ça, t'as une petite curiosité quoi. Tu te dis c'est rigolo, est-ce que peut-être à Marseille il aurait pu faire quelque chose, donc et puis Mofi, très bon joueur de Ligue 1 à Vergel. Bien sûr ouais, mais que t'attends pas à ce niveau-là en fait, parce que comme il n'est pas calculé pendant toute la période où il reste longtemps à Marseille, il doit rester facile 3 ans où il est dans le groupe, tu vois, ou dans le match tu le vois marqué sur la feuille de match et tout, mais tu le vois jamais rentrer quoi. Donc c'est quand même rigolo de le voir. Après Mofi, évidemment on se souvient de son rush l'année dernière et puis on voit que c'est quand même un mec qui dégage quelque chose. Enzo Lefebvre, on a vu son coup franc contre Lyon et on embrasse Val au passage parce qu'on a tous un peu savouré. Moi il me casse les couilles. Le fait Non, Val. Ah ouais. Non mais du coup on a une petite vision globale un peu de l'effectif, etc. Et on va finir le sujet avec un truc qui va revenir plus régulièrement dans la saison. On le faisait déjà pas mal l'an dernier, mais j'ai envie qu'on le fasse plus souvent maintenant. S'agirait un peu de se mouiller. Je vais vous prendre chacun votre tour, votre ressenti et votre prévision pour la saison de Lorient. Flo, on va commencer par toi. Ouais, faut pas. Moi je pense qu'il faut évidemment pas s'attendre à des choses folles. La profondeur est pas suffisante, la qualité intrinsèque non plus. Je pense que c'est une équipe qui va se maintenir tranquillement, voilà. Qui va envoyer un petit peu de jeu sympa, qui est déjà pas mal pour une équipe qui s'est maintenue deux fois 16e avec une descente à 4, qui va faire kiffer ses supporters, qui va pas descendre, qui devrait être plutôt sereine, qui va aller gagner à Rennes. Enfin voilà quoi, de quoi faire kiffer les ça va Jules? Non, de quoi faire kiffer en tout cas les... Coupez son micro. De quoi faire kiffer les supporters. Je pense que ça va finir autour de la 12e place, quelque chose comme ça, assez tranquillement. Ok, Alex, toi t'en penses quoi? Je peux pas couper le micro de Flo parce que c'est l'époque où on n'avait pas d'argent parce que le Tipeee était pas. Du coup, j'en profite pour vous dire que ce serait sympa de. Mais moi, pensez aux doigts de Bilal. Aussi. Moi je vais évidemment finir sur une citation, sinon tu vas te dire ah putain ça y est il s'est rangé, il est relou, enfin du coup il est calme. Citation certainement d'un mec avec qui t'étais au collège il y a 200 ans, vas-y. Le Brice, durée en Ligue 1, je n'en fais pas une obsession. À la fin de la saison j'aimerais surtout que les joueurs se disent on a joué le football que l'on voulait jouer. Oh le démago, putain il a dû voter Nubs lui. Ils vont faire top 10 justement parce qu'ils jouent et qu'ils kiffent, que ça se voit. Et voilà, j'ai qu'une envie, c'est... Tu sens qu'il y a du plaisir dans la génération, donc toi tu vises un top 10. Et juste pour terminer très rapidement, le Brice, il parle à tous les médias, il y a des entretiens partout, il explique toute sa philosophie, tout son rapport au foot. Franchement, c'est un personnage qui a l'air vraiment, enfin qui est vraiment passionnant. On encourage tout le monde à aller se renseigner un peu plus sur lui parce que c'est pour ça qu'on a voulu faire un zoom dessus, c'est qu'il est vraiment passionnant et il dénote dans le milieu des coachs français aujourd'hui. Et en plus, il dénote d'autant plus que assez tôt, quand même, il y a un petit truc, c'est que lui, il faisait confiance aux petits gabarits, notamment en National 2. Des Enzo Lefebvre, il les a fait jouer dans ces cadres-là, parce qu'une fois de plus, il croit à la réponse de ces joueurs qui ont une haute connaissance du jeu et qui du coup peuvent s'adapter à tous les cadres. Donc moi, je trouve ça, c'est un peu à contre-courant de notre formation française à l'ancienne. Donc moi, j'adore cet esprit. Est-ce que tu ressens toi pour la saison? Pour la saison, ouais, du coup. Alors c'est un peu dur après cette citation-là, mais du coup, je vais rester assez rationnel. Je vais miser sur une 12e place, ça me paraît bien. Je les vois quand même devant quelques petites équipes parce qu'il y a une idée de jeu. Après, si demain Mofi se pète, c'est une autre histoire aussi. C'est le risque de cet effectif-là, c'est que derrière, t'as pas beaucoup de sécu. Si t'en as un ou deux un peu qui se pètent, ça va être compliqué. Donc ça peut être compliqué à voir. Après, t'as peut-être la possibilité de réajuster au mercato d'hiver, mais bon, c'est pas dit. Mais en tout cas, voilà. En l'état actuel des choses, je mise sur une petite 12e place. Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais, Bilal, je suis assez d'accord. Ça fait du bien d'avoir des coachs comme ça qui ont des idées novatrices. Et mine de rien, et ils ont tous les trois un lien assez fort. On voit quand même une nouvelle vague arriver. Pendant toutes ces années à la formation, que ce soit à Rennes ou à Lorient, il a eu Francaise sous lui, enfin sous ses ordres en tout cas. Francaise a pris son envol maintenant du côté de Lens, même s'il l'a jamais eu sous lui. Il a un peu eu le même parcours qu'un Julien Stéphan.
Ils sont de la même génération, tous ces mecs-là, et au final, je trouve que ces mecs-là apportent une vraie nouvelle vague en termes de coaching dans le football français. Ouais, et c'est ce que nous disaient d'ailleurs et Lucas et Baptiste aussi, c'est qu'il semble que Loïc Ferry ait une grosse inspiration du côté du RC Lens, que il aimerait vraiment tendre vers le modèle du RC Lens. Je crois qu'il y a un ancien de Lorient qui est au RC Lens, je ne sais plus si vous l'avez en tête. Moi, j'invite tout le monde à aller se renseigner, mais qui est au niveau de la direction sportive, il me semble que c'est un ancien de Lorient aussi. Voilà, Loïc Ferry, il regarde beaucoup vers le nord et ils essayent de copier ce modèle qui serait, je pense, une très bonne idée. En tout cas, les gars, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que le Régis Ball compte désormais quelques fidèles de plus. Nous, on espère que ça marche parce que pour l'instant, cette équipe, elle fait quand même bien kiffer en début de saison. Ne serait-ce que pour voir Le Bris plus longtemps dans le championnat, on espère qu'ils ne descendent pas surtout. Et en attendant, les gars, on va aller vers votre chronique. Vous êtes intéressés à plusieurs sujets qui sont liés au match qui viennent dans les 2 semaines. C'est le nouveau projet qu'on a pour les chroniques des chroniqueurs, c'est dans le nom. C'est que ils vont vous parler de sujets à propos de matchs qui viennent dans les 15 jours, dans les 5 grands championnats. Donc évidemment, ils ne vont pas parler que de jeu, ils vont réussir à détourner tout ça car ils sont malicieux. Donc je vous propose de découvrir les premières chroniques de la saison. Messieurs, on va commencer par Alex car je vois l'ambulance Orpea en bas de l'appart. Toi, Papy, t'étais pas trop content du comportement des sup marseillais lors de l'arrivée de Tudor, c'est ça ? Ouais, Jules, Papy, il est pas content. Et j'en veux particulièrement aux supporters marseillais parce que je trouve que l'accueil qui a été réservé à Tudor est injuste, voire complètement dégueulasse. Et je trouve aussi que ça en dit long sur la consommation qu'ont les supporters du football aujourd'hui. Alors prenons un peu le factuel et on peut resituer un peu le contexte. C'est vrai que l'OM a vécu un été mouvementé. Longoria a été cuit à la fin de la saison, il a ramené son pote Ribalta et à qui il a donné la gestion du sportif. Début juillet, du coup, mécontent de son mercato, Sampaoli quitte le club et aura au moins l'élégance de laisser 2 mois au futur coach pour préparer sa saison. Ribalta choisit Tudor et les problèmes commencent à Marseille. Une série de matchs amicaux, pas choisis par Tudor, des mauvais résultats et c'est tout le Vélodrome qui s'emballe. On parle bien de matchs amicaux, hein. Vous savez, ces matchs qui n'étaient même pas diffusés ou quasiment pas diffusés mais qui aujourd'hui décident du sort d'un entraîneur. Des matchs que Tudor n'avait même pas choisis, qui ne correspondent en rien à sa manière de préparer une équipe à l'intersaison. Et on est donc au mois d'août, et le public a déjà tranché, Tudor, c'est nul. L'équipe est sifflée en amical contre Milan, des tags apparaissent à la commanderie, et Payet se plaint auprès des dirigeants de la gestion militaire de Tudor. Un contexte, quand on y pense, un peu délirant, quand on se rappelle que cette équipe a fini 2e la saison dernière, et que déjà, Sampaoli était critiqué pour sa gestion par les supporters. Comme quoi, visiblement, on n'apprend pas. Arrive donc le premier match de la saison au Vélodrome, j'ai la chance d'y être, et à l'annonce des équipes, je suis stupéfait. Le Vélodrome pourrit Igor Tudor. C'est son premier match en championnat, le premier qui a du sens, le premier qui compte en termes de points, et je vois autour de moi des gens dire qu'il n'a pas mis Payet titu, donc c'est un tocard, qu'il reste jamais plus d'1 an dans le club, donc c'est un tocard, que l'OM va faire une saison pourrie et qu'il passera pas l'hiver. Hallucinant. On est au premier match de championnat, et sur les réseaux sociaux, et en particularité Twitter, même son de cloche. Il a perdu son groupe, les joueurs font forcément le lâcher, être contre lui. Je souffle, je respire, j'essaye de comprendre. Pourquoi ? Pourquoi une réaction aussi excessive ? Je découvre pas qu'à Marseille ça va vite, mais c'est quand même un public qui connaît le foot. Je dis pas non plus que j'ai la certitude à ce moment-là que Tudor va y réussir, mais bon sang, c'est quoi cet accueil tout pourri ? Finalement, je me demande si c'est pas Twitter le mal originel. Un peu comme pour le char à voile de Galtier dont Jules a beaucoup parlé tout à l'heure, tout le monde plonge dedans les yeux fermés. Tout le monde donne son avis, tout le monde se prétend expert. Mais juste les gars, calmez-vous, observez, attendez. C'est quoi l'intérêt de beugler comme des putois et d'insulter un coach qui a même pas fait un match officiel à la tête de l'OM ? J'avoue que quand je vois ça, je suis un peu perdu. Vraiment, je comprends plus, je vous jure. Vous me vannez pour mon âge, mais c'est dans ces moments-là que je me sens vraiment un peu à côté du foot de maintenant. Et surtout vraiment à côté de cette société qui change. Cette société qui consomme trop vite, qui jette trop vite, qui insulte trop vite. Finalement, le seul qui est resté droit dans ses bottes, c'est Longoria. C'est le seul qui, face à la tempête répétée en boucle, c'est un nouveau projet. On veut changer de style pour un football plus moderne. On veut des nouveaux joueurs pour Tudor qui va ramener de l'autorité, du sérieux pour nous rapprocher du haut niveau. Mieux, quand certains joueurs viennent le voir, et on parlait de Payet tout à l'heure, il dit publiquement que Tudor c'est le boss et qu'il faut respecter ses choix. Ça fait combien de temps, en Ligue 1, qu'on n'a pas eu un président qui a soutenu ouvertement son coach en lui disant « tout le monde va dans le même sens et on écoute ce qu'il dit ». Finalement, ce qui m'agace le plus dans cette histoire, c'est qu'indirectement, à travers cette réaction, les supporters remettent en question le travail de Longoria.
Acceptez juste en fait que ça va plus vite dans sa tête, que lui, il sait où il va. Il sait reconstruire une équipe en 2 mois. Jamais je dirais aux supporters de ne pas donner leur avis, de ne pas revendiquer leur désaccord. Les supporters de l'OM l'ont très bien fait sous Hérault en boycottant les réseaux sociaux, l'ont moins bien fait en envahissant la commanderie, mais c'est quand même grâce à eux que Longoria est aujourd'hui à la tête du club. À Paris aussi, ils l'ont très bien fait l'année dernière en sifflant Messi et Neymar pour exprimer leur désaccord avec la direction, ou en célébrant le titre en dehors du stade. C'était une manifestation qui était super et qui était simple, qui était lisible. J'ai aucun problème avec ça, au contraire. Je demande juste de la mesure, de prendre un peu de hauteur, de faire confiance à un mec qui, on le sait, excelle dans son domaine. Longoria, il a relancé l'OM comme aucun autre président n'a su le faire. Le stade est plein. On attend tous les matchs de l'OM avec impatience parce qu'on sait qu'on va kiffer. Et surtout, enfin, on est fiers. Après les années Hérault, Dacier, Labrune, les coachs comme Bope, AVB, Garcia, Passy, Anigo, on est fiers de notre président, on est fiers de lui quand il prend la parole et on est fiers du jeu que propose l'équipe. On a la chance d'avoir à la tête du club un gars qui connaît le foot, qui bricole sans argent et qui a réussi à reconstruire une équipe cohérente. J'ai aucune leçon de supporterisme à donner, je demande juste de respecter ses choix, de respecter son travail et surtout de lui faire confiance. Bon bah Papy a l'air tout vénère. Après le plus ancien, le petit nouveau. Toi, ce que t'aimes, Bilal, sans transition évidemment aucune avec Alex, c'est taper dans les cadavres, voir si ça bouge encore. Et donc tu vas nous parler de 2 monuments un petit peu endormis en Ligue 2. Alors oui, Jules, en effet, j'ai décidé de vous parler d'une rencontre qui aura lieu ce week-end entre 2 anciens pensionnaires de Ligue 1. Et pas des moindres, car il s'agit de 2 clubs historiques de notre chère Ligue 1. À eux deux, c'est pas moins de 16 titres de champion de France. Et oui, il s'agit bien de Saint-Etienne et de Bordeaux qui s'affrontent ce week-end dans un Geoffroy Guichard tristement vide, du fait des sanctions infligées par la LFP en fin de saison dernière aux Stéphanois. Pour rappel, à la suite d'une rencontre de barrage haletante qui verra la victoire de la JOCR face à Saint-Etienne au tir au but, les supporters stéphanois ont eu la bonne idée d'envahir le terrain, probablement afin de féliciter les joueurs auxerrois, et cela n'a pas plu à la LFP, qui a décidé d'infliger une sanction de 6 points en moins, dont 3 avec sursis, et 6 matchs à huis clos, dont 2 avec sursis à Saint-Etienne. De quoi globalement commencer une nouvelle saison sous les meilleurs auspices. Si on revient un petit peu sur l'été passé, les rumeurs allaient bon train concernant une potentielle vente du club stéphanois. Finalement, cela n'a pas eu lieu et nos chers Bernard Cayazo et Roland Romeyer restent à la tête d'un navire pour le moins ballotté. Après avoir, on s'en rappelle, fait monter 3 en Ligue 1 en 2021, Laurent Batles espère en faire de même avec le club du Forez. Mais la tâche s'annonce ardue, avec les départs lors du mercato de Kazri, Bouanga, Nordin, Amouma, Bernardoni pour ne citer que, il a fallu reconstruire. Et pour ce faire, la SSE a choisi de miser sur des joueurs d'expérience, rompus au joutes de la division inférieure, comme Anthony Briançon ou Jimmy Giraudon. Le tout accompagné de jeunes comme Jean-Philippe Crasso qui, après une bonne demi-saison avec Ajaccio, confirme plus que largement, c'est le meilleur buteur de Ligue 2. Ou encore un Benjamin Bouchouari, un délice de joueur de ballon qui, comme annoncé par un certain Glofard pour les Tweetos, se révèle au grand jour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne marche pas. Ou plutôt, pas encore assez. Avec leur déficit de 3 points en début de saison, les Stéphanois pointent à l'avant-dernière place du classement avec 4 points en 7 matchs, dont une délicieuse gifle 6-0 contre le Havre de Mathieu Bodmer. Après, si on est un peu moins dur et probablement plus proche de la réalité, on peut également parler d'une dynamique plus positive sur les dernières rencontres, avec un jeu qui commence à se mettre en place et des résultats qui suivent, avec notamment 2 nuls et une manita infligée à Bastia. Parlons désormais de nos amis bordelais, dont la descente, qui comme vous l'imaginez bien en tant que supporter marseillais, ne m'a pas dérangé des masses. L'été a également été mouvementé du côté de la Garonne. Un été où j'aurais eu plus de nouvelles de la part de Gérard Lopez que de ma propre mère. Mais l'histoire, c'est bien fini. Et nos chers amis bordelais jouent bien là où ils le méritent sportivement, en Ligue 2. Et on peut le dire, ils le font plutôt bien. Lors du mercato, où l'on aura vu partir certains anciens et quelques belles ventes être réalisées, les Girondins ont fait le choix de la jeunesse, en donnant leur chance à des espoirs, amenant l'âge moyen de l'effectif à un peu plus de 22 ans. Se basant sur une défense qui encaisse peu de buts, seulement 2 buts encaissés depuis le début de saison, ils caracolent en tête de Ligue 2 avec 14 points au bout de cette journée. Donc, comme vous l'avez compris, on peut donc vraiment parler de destin croisé entre nos anciens pensionnaires de Ligue 1, le premier contre l'avant-dernier, la meilleure défense contre la meilleure attaque, 2 politiques différentes dans leur façon d'appréhender cette saison en Ligue 2, une affiche qui avait d'ailleurs accouché d'un nul lors d'un match amical en juillet dernier. Alors on espère pour les Stéphanois que, comme le déclarait Laurent Batles il y a 2 journées, leur championnat a bel et bien débuté, et pour les Bordelais, que leur défense de fer perdure afin de continuer sur leur belle lancée. En tout cas, on attend le match avec impatience.
Ok Bilal, je suis sûr que tu as motivé au moins 8 personnes à regarder ce match. Pour finir, mon petit chouchou, mon petit gauchiste bourguignon, mon mathématicien de la Baie des Champs qui va nous décortiquer les dépenses exorbitantes de la PL cet été, encore une fois. Et oui, Jules, car la confrontation de ce week-end entre West Ham et Newcastle est aussi et surtout un match entre deux des équipes les plus dépensières sur un marché des transferts de plus en plus inégalitaire. Car le fossé ne cesse de se creuser entre un football de plus en plus à deux vitesses, entre l'Angleterre et le reste du monde, entre l'Angleterre et le reste de l'Europe. Alors même que la Grande-Bretagne traverse une crise sociale de grande ampleur, accentuée par une inflation à plus de 10%. Une inflation qui a également touché le montant des transferts anglais avec plus de 2,2 milliards d'euros dépensés sur seulement 169 joueurs, et alors que la Premier League place 7 clubs dans le top 10 des plus dépensiers de ce mercato record. Un total 34% au-dessus du précédent record, déjà propriété de la Première Ligue en 2017, bien loin des craintes soulevées alors au moment du Brexit sur un éventuel ralentissement des dépenses des clubs anglais. À tel point que le montant total pour ce mercato 2022 anglais est supérieur à l'ensemble des dépenses cumulées de la Liga, de la Serie A et de la Bundesliga. Malgré le départ de son oligarque Roman Abramovich, qui a fait entrer le club dans une nouvelle dimension il y a près de 20 ans, Chelsea est resté fidèle à sa tradition en claquant pas moins de 295 millions pour la première période des transferts du nouveau propriétaire américain Todd Boehly, avant de virer son coach dès le 7 septembre. Un titre honorifique de club le plus dépensier, acquis notamment avec l'achat de Wesley Fofana pour plus de 80 millions hors bonus, mais aussi les 15 millions sur Cesare Casadei en provenance de l'Inter Milan où il n'avait pas disputé la moindre minute en pro. Derrière les Blues, autre géant du Royaume-Uni habitué aux transferts onéreux, Manchester United continue de forcer sa reconstruction par centaines de millions. 233 pour être très exact cet été, dont 100 millions rien que sur l'ailier brésilien de l'Ajax, Anthony. Les autres cadors ont été bien plus sages malgré quelques poussées de fièvre avec les transferts de Erling Haaland à City contre 60 millions, Darwin Núñez à Liverpool pour 75 millions, Richarlison à Tottenham pour 58 millions ou encore Gabriel Jesus à Arsenal pour près de 50 millions. Mais ce sont encore une fois les autres clubs anglais, ceux de hors du top du Big Six, qui ont à nouveau prouvé le décalage financier entre la Première Ligue et les autres championnats, rassurés notamment par le retour des spectateurs dans les stades et surtout largement dopés par des propriétaires milliardaires et des droits TV colossaux qui viennent de s'élever à 12 milliards d'euros sur la période 2022-2025. Ainsi, le promu Nottingham Forest en tête, qui a déboursé 154 millions pour pas moins de 22 nouveaux joueurs à l'intersaison, malgré des pertes d'exploitation de plus de 35 millions par an sur les 2 dernières saisons. Wolverhampton également, 10e la saison dernière, qui a dépensé 137 millions d'euros pour les arrivées de Mateus Nunes notamment ou de Gonzalo Guedes, confirmant encore une fois son statut d'annexe de Jorge Mendes. West Ham donc, qui déverse 182 millions à son tour, aussi facilement que les Bulls d'ailleurs, réduisant la Ligue 1 à une simple vitrine de trading impuissance en claquant 60 millions sur Lucas Paqueta, 35 sur Naïef Aguerd et 12 sur Thilo Kehrer. Et Newcastle, également, nouvelle ultra riche parmi les riches, a de son côté sorti plus de 130 millions d'euros de son chéquier, dont 70 sur le seul Alexander Isak. Des dépenses colossales que les clubs anglais ne prennent presque plus la peine de financer par des ventes de joueurs, malgré des pertes financières records pour la quasi-intégralité des clubs d'outre-Manche. La balance achat-vente globale de la Première Ligue s'élève en effet cette saison à plus 1,2 milliard d'euros net, très loin devant son dauphin espagnol, avec seulement 85 millions de balance globale en dépenses nettes, soit seulement 5% de ce que les clubs de Première Ligue ont déboursé cet été. Et pour cause, au-delà de leurs revenus colossaux et d'une fiscalité très avantageuse, la Première Ligue bénéficie également d'une particularité contractuelle. Les clubs peuvent en effet profiter de la législation anglaise pour proposer à leurs nouvelles recrues, des contrats plus longs que ce qui peut être proposé ailleurs en Europe. Bien que le règlement de la FIFA stipule qu'un contrat a une durée maximale de 5 ans, les clubs anglais profitent d'une brèche laissée ouverte par la FIFA qui précise que les contrats d'une durée différente et supérieure peuvent être autorisés s'ils respectent le droit local en vigueur. Et bien sûr, en Angleterre, le pouvoir n'a jamais vu d'un mauvais œil ce type de contrat longue durée. Or, d'un point de vue comptable, comme aux yeux de la FIFA, le montant d'un transfert est en réalité lissé en étant divisé par le nombre d'années d'un joueur. Cette rallonge permet ainsi aux clubs d'amortir financièrement leur investissement sur le mercato sur une durée supérieure aux autres clubs européens. Cela a par exemple été le cas pour l'arrivée de Wesley Fofana à Chelsea, dont le contrat et le montant du transfert de 80 millions d'euros hors bonus s'étale sur 7 ans et non 5 et nous coûte donc plus que par saison seulement 11 millions d'euros. Pourtant, à l'inverse, et comme dans tous les championnats, les clubs peuvent cependant mettre à leur crédit l'entièreté du montant d'un transfert dès la vente d'un joueur, peu importe la durée contractuelle de son futur engagement.
Ainsi, Manchester United, au gré de ses ventes et de l'amortissement sur plusieurs années du montant des recrues, ne voit ses comptes cette saison alourdis que de 40 millions cette année, loin des 230 millions d'achats réels dépensés. Un mécanisme couplé à une particularité contractuelle et législative anglaise, donc, qui pose des questions d'équité vis-à-vis du fair play financier et qui ne cesse de profiter aux riches clubs de Première Ligue, continuant inexorablement de creuser le fossé entre la perfide Albion et le Cantinan, alors que bien d'autres clubs européens tentent de se serrer la ceinture. Merci les gars, merci à tous sincèrement de nous accompagner pour une nouvelle saison. On fait ce podcast pour vous avant tout, sinon autant parler à sa mère ou à son psy et nous on n'a aucune envie d'aller mieux. Donc si vous voulez nous soutenir, un petit partage tout bête sur les réseaux sociaux c'est déjà énorme. Sinon on a relancé une cagnotte Tipeee, on en a parlé 2-3 fois de manière très fine dans l'émission. N'hésitez pas à nous filer ne serait-ce qu'1 euro par mois ou un ticket resto, c'est déjà énorme. Sinon on se voit dans 15 jours, toujours pour parler de foot, toujours pour apprendre des trucs, toujours pour se marrer, toujours pour kiffer. Allez ciao et Rennes reste le plus grand club de Bretagne.